Madame, monsieur, bonjour. Très heureux de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle édition de votre magazine d'information Le Monde en 60 minutes. Comme en notre habitude, nous allons faire le tour du monde. Nous allons quitter l'Afrique, l'Asie, l'Amérique, l'Europe. En fait, en 60 minutes, nous allons faire exactement ce que nous faisons toutes les semaines, c'est-à-dire vous donner la bonne information telle que vous l'avez vécue sur notre chaîne de télévision et surtout la télévision panafricaine Afrique Média. La première partie est réservée au reportage, la seconde partie est la presse écrite, surtout la presse écrite internationale. Ensemble, nous allons feuilleter quelques colonnes de journaux pour savoir réellement ce que nos amis et surtout nos confrères de la presse écrite ont traité comme information au cours de cette semaine qui s'achève. Madame, monsieur, bienvenue à toutes et à tous. Dans un instant, la première partie, elle est réservée au reportage. Suite aux manifestations de soutien à Mohamed Morsi renversées mercredi passé par l'armée et qui ont causé la mort d'une cinquantaine de personnes, le président par intérim Adli Mansour a décrété dans la nuit de lundi à mardi des législatives au plus tard début 2014. Est également prévue l'organisation d'une présidentielle et la soumission au référendum d'une nouvelle constitution. Les déclarations du président par intérim ont été immédiatement critiquées par les frères musulmans et Sam Al-Erian, un haut responsable de la puissance confrérie, a déclaré sur sa page Facebook qu'il s'agit d'un décret constitutionnel par un homme nommé par des putschistes. Les nouvelles autorités s'attellent à ramener l'ordre au sein de la société égyptienne et pour apaiser la situation suite aux heurts qui ont opposé la police aux manifestants pro-Morsi devant le siège de la garde républicaine au Caire. Le président par intérim a ordonné l'ouverture d'une enquête, tandis que la police et l'armée ont fait état de 3 morts dans leur rang. Du côté du mouvement islamiste, une liste de 42 partisans tués a été publiée. Selon le journal gouvernemental Al-Ahram, l'armée a ouvert le feu parce que des terroristes armés avaient attaqué le siège de la garde républicaine. Mettant en garde contre l'apparition d'une nouvelle Syrie, les frères musulmans ont accusé les soldats et les policiers d'avoir ouvert le feu sans raison contre des manifestants qui étaient en prière. Le bras politique, le Parti de la Liberté et de la Justice, a appelé au soulèvement contre ceux qui, selon lui, sont en train d'essayer de voler la révolution avec des chars, alors que les États-Unis ont condamné l'appel à la violence de la confrérie islamiste. Du côté de l'Union européenne, l'on prône désormais une avancée rapide vers la réconciliation. Quatre jours après l'arrivée de soldats maliens à Kidal, la tension était vive dans cette ville du nord-est du Mali, berceau des Touaregs et de leur rébellion où les manifestations pour et contre la présence de l'armée se succèdent. L'entrée vendredi de 150 soldats maliens à Kidal, ville située à 1500 km au nord-est de Bamako, s'est faite parallèlement au cantonnement des combattants de la rébellion Touareg du Mouvement national de libération de l'Azawad, conformément à un accord de paix signé le 18 juin à Ouagadougou. Mais l'armée malienne a accusé le MNLA de violer cet accord et de manipuler les habitants touaregs de la ville. Une source africaine de la MINUSMA présente à Kidal aux côtés de l'armée française a affirmé que plusieurs dizaines de civils maliens s'étaient réfugiés dans un camp militaire de la ville où se trouvaient des soldats maliens, français et africains. Les habitants subissent les représailles de la part des groupes Touaregs armés pour avoir manifesté leur joie à l'arrivée des soldats maliens dans la ville qui était occupée par la rébellion Touareg depuis février. La MINUSMA s'est inquiétée du climat de tension à Kidal alors qu'a débuté dimanche dans tout le reste du pays la campagne pour le premier tour de la présidentielle du 28 juillet qui, grâce à l'accord de Ouagadougou, doit théoriquement se dérouler aussi à Kidal. Mais aucun des 28 candidats ne s'est rendu dimanche à Kidal et aucune réunion électorale ne s'y est tenue, contrairement aux 2 autres grandes villes du nord, Gao et Tombouctou. L'entrée des soldats maliens à Kidal était attendue depuis des mois, mais les rebelles Touaregs s'y opposaient, craignant que l'armée ne se rende coupable d'exactions à l'encontre des peaux rouges, membres des communautés Touaregs et arabes, souvent assimilés au MNLA et au groupe djihadiste lié à Al-Qaïda, qui ont occupé le nord en 2012. Le MNLA lui-même avait aussitôt entraîné un mouvement des groupes maliens vers Kidal. Cette tension dans la ville fait craindre que le premier tour de la présidentielle ne puisse se dérouler normalement, a déclaré Thierry Dramé, candidat à la présidentielle et artisan de l'accord de Ouagadougou, et qui, au nom du gouvernement de transition à Bamako, a demandé lundi à la Cour constitutionnelle un report du scrutin.
Alors que le Conseil français du culte musulman, en abrégé CFCM, a fixé depuis 2 mois le début du mois de Ramadan au mardi 9 juillet 2013 en France, de nombreuses mosquées du dit pays ont décidé lundi 8 juillet de ne pas suivre l'instance dans son choix en optant plutôt pour la date du mercredi 10 juillet comme premier jour véritable du mois de jeûne. Un choix qui a mis les musulmans de manière quasi immédiate dans un imbroglio ou encore dans la confusion la plus totale, amplifiée par les réseaux sociaux qui n'ont cessé d'augmenter du sel dans la soupe, en diffusant à contre-courant et de manière intempestive des commentaires qui n'ont pas pour la plupart été constructifs, afin de trouver un terrain d'entente sur cette date teintée d'incompréhension. Mais il faut revenir sur certains aspects du calendrier musulman pour pouvoir se situer sur cette question du véritable début du jeûne de Ramadan. Dans le calendrier musulman, le mois dure 29 ou 30 jours et une année compte 12 mois lunaires, c'est-à-dire 354 ou 355 jours. Et il faut aussi dire que la date du début du Ramadan se décale en moyenne de 11 jours chaque année. Le début du Ramadan est alors déterminé par l'observation visuelle du premier croissant al-Hilal, le soir de la dernière nuit du mois de Shaban. Dans ce cas, le mois de Ramadan est de 29 jours. Dans l'autre cas, où la lune est cachée par les nuages, le mois de Ramadan compte en tout 30 jours. À cause de cette différence d'un jour, la date du mois de Ramadan varie selon le pays où l'on se trouve. C'est donc en considérant tout ce que nous venons de dire que le Conseil français du culte musulman a donc promulgué cette date du 9 juillet 2013 comme début du mois de Ramadan en France. La cacophonie est générale au sein des communautés musulmanes françaises. En adoptant le calendrier lunaire fondé sur le calcul scientifique, le CFCM a cru pouvoir résoudre la question qui revient chaque année, à savoir quand débute le mois de Ramadan. Après une réunion à la mosquée à Takwa d'Aulnay-sous-Bois, en région parisienne, l'UAM 93 et le Conseil régional du culte musulman, le CRCM, en conflit avec le CFCM, a décidé lundi soir que le premier jour du Ramadan en France aura lieu mercredi 10 juillet. Une décision prise à l'unanimité et en concertation avec des imams et des responsables associatifs en région parisienne et en province, entre guillemets, selon ce qu'a indiqué Mamat Enish, le porte-parole de l'UAM 93, car le croissant lunaire n'était pas visible à l'œil nu en France. Or, nous savons tous que sa vision est une condition incontournable pour déterminer les dates du Ramadan, en se tenant au récit rapporté du prophète Mohammed dans un de ses hadiths. Dans un communiqué lancé lundi soir, la grande mosquée de Lyon a également décidé que son premier jour du Ramadan est mercredi 10 juillet et visiblement aussi, sauf exception, le monde musulman a opté pour ce même jour de mercredi. Pour Kamel Kaptan, imam modéré et grand persévérant de l'islam en France, ces polémiques révèlent tout simplement l'absence de représentativité d'un conseil au service du pouvoir. Pour lui encore, ce fiasco ne pouvait qu'avoir lieu, sachant que les grandes mosquées de France étaient exclues du bureau du CFCM. Tout compte fait, il faut néanmoins noter que le mois de Ramadan est une période très déterminante pour les musulmans. Ils doivent s'abstenir de boire et de manger du lever jusqu'au coucher du soleil. L'objectif de tout musulman est de plaire à Dieu pour gagner le paradis. Et plaire à Dieu, c'est l'aimer, le craindre et lui obéir. Le jeûne est donc aussi une obligation pour tout musulman en âge et en capacité de le faire. Il va sans dire que c'est au final de tout ça, de tout ceci, après avoir respecté et observé toutes ces règles, que le musulman reçoit la bénédiction d'Allah. Cela dit, le Ramadan a bel et bien commencé en France, ne reste plus aux musulmans que de tenir. Nicolas Sarkozy, tombé de François Hollande, ne prendra pas sa retraite politique. L'ancien locataire de l'Élysée est revenu dans l'arène et se pose même en leader naturel et dominant face à ses camarades de Copé et Fillon. Si Nicolas Sarkozy a affirmé que sa sortie du lundi 8 juillet 2013 n'était pas sa rentrée politique, non sans rappeler qu'il n'était pas gauchiste, il a soutenu qu'il regarde au-delà de l'UMP pour reconstruire la France si d'aventure il devait se prononcer pour une candidature pour l'élection présidentielle de 2017. Des propos bien calibrés qui ont fait rougir les principaux teneurs du parti droitiste, notamment Jean-François Copé et son challenger François Fillon pour la succession à la tête de l'UMP, lesquels ne s'attendaient guère à la sortie politique hautement médiatisée de M. Sarkozy.
Ce dernier a d'ailleurs signifié de manière subtile à Copé, mais surtout à Fillon, que lorsque lui, Sarkozy, parle, il est écouté. Qu'il est le rassemblement, alors que Copé et Fillon ne sont que des éléments de division qui figent le parti et qui rendent inaudible la parole de l'UMP pour la France. Profitant de l'effet surprise et en bon opportuniste, Nicolas Sarkozy a mis en évidence les thèmes de campagne de la droite, à savoir l'Europe, les gaz de schiste, la crise des idées, dans une France qu'il considère comme blessée, avec des Français qui souffrent. L'ex numéro 1 de France, après sa sortie et son discours légèrement corsé, a également profité de l'occasion pour relancer son activité sur Twitter, réseau sur lequel il n'avait pu publier depuis sa défaite historique à la présidentielle de mai 2012 face au candidat PS François Hollande. Mais la question demeure, alors que l'UMP reste déchiré, Nicolas Sarkozy sera-t-il candidat à la présidentielle française de 2017? L'ex-consultant du renseignement américain Edward Snowden a entamé lundi une 3e semaine dans la zone de transit d'un aéroport moscovite dans l'attente d'un éventuel départ pour des pays d'Amérique latine qui lui offrent l'asile avec le soutien de Cuba. Recherché après la révélation d'informations sur un programme américain secret de surveillance des communications mondiales, le jeune Américain pourrait théoriquement se rendre en Bolivie, au Venezuela ou au Nicaragua, qui se sont dit prêts à l'accueillir. Le Venezuela a reçu une demande d'asile de Snowden, avait annoncé lundi le président Nicolas Maduro. Snowden devra décider quand il prend un avion s'il veut finalement venir ici, avait-il ajouté. Le président cubain Raúl Castro soutenait dimanche dernier le droit de la Bolivie, du Venezuela ou du Nicaragua à offrir l'asile politique à ceux qui sont persécutés pour leur idéal ou en raison de leur lutte pour des droits démocratiques. Ce soutien est important, notamment à l'absence de vol commercial direct à partir de Moscou vers l'un des 3 pays latins susceptibles d'offrir l'asile à Edward Snowden, ce qui obligerait à faire escale à Havane, défendait Raúl Castro. Les dirigeants d'entreprises nicaraguayens ont cependant demandé lundi au président Ortega de reconsidérer la demande d'Edward Snowden soumise à son examen depuis une semaine, disait-il, en prenant compte l'énorme poids économique des États-Unis dans l'économie locale. À Moscou, les ambassades de Bolivie et du Venezuela ont déclaré n'avoir aucune information sur le sort de Snowden. Celui-ci est resté invisible depuis son arrivée le 23 juin dans la zone de transit de l'aéroport de Moscou-Sheremetyevo, en provenance de Hong Kong, où il s'était rendu après avoir quitté les États-Unis. Mais interrogé par l'AFP sur le sort de l'espion, Moscou s'est dit pas concerné. Ce n'est pas notre affaire, soutenait le porte-parole du président russe Dmitri Peskov. La Russie, n'ayant encore aucun accord d'extradition avec les États-Unis, avait précédemment fait savoir qu'Edward Snowden n'avait pas officiellement franchi sa frontière, c'est-à-dire le contrôle des passeports, et qu'elle n'avait rien à lui reprocher. De nombreuses incertitudes planent cependant sur la manière dont Snowden, dont le passeport avait été annulé par Washington, pourrait quitter l'aéroport russe pour un pays d'asile sans être intercepté par les USA. Le pape François a fustigé lundi à Lampedusa l'indifférence du monde face à la mort de centaines de migrants venus d'Afrique qui tentaient de traverser la Méditerranée en quête d'une vie meilleure. Le culte du bien-être nous rend insensibles aux cris d'autrui et aboutit à une mondialisation de l'indifférence, a déploré le pape lors d'une messe devant 10 000 personnes sur le stade de l'île sicilienne. Prions pour avoir un cœur qui sache embrasser des immigrés. Dieu nous jugera sur la base de comment nous traitons ceux qui sont dans le besoin, a ajouté le pape sur Twitter. Selon le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, 40 migrants sont morts au premier semestre en tentant de gagner l'île depuis l'Afrique du Nord, après un bilan encore plus lourd de 500 victimes en 2012. Devant une statue de la Vierge, il a aussi réclamé la conversion de ceux qui génèrent la guerre, la haine, la pauvreté, exploitent leurs frais et font commerce indigne de la vie humaine. Au cours de sa visite de près de 5 heures, le pape a à plusieurs reprises remercié les 6 000 habitants de Lampedusa, les organisations humanitaires et les forces de police. Le pape s'est rendu aussi sur le quai où les réfugiés sont débarqués après le périple exténuant qui commence le plus souvent dans les zones ravagées par des conflits en Afrique, notamment en Somalie, en Éthiopie, et au Moyen-Orient, en Irak, en Syrie et en Afghanistan.
En ce moment, en raison d'une météo favorable, les arrivées de migrants sont incessantes. 166 ont encore été secourus à Lampedusa juste avant l'arrivée du pape. Depuis le début de l'année, 4000 ont débarqué à Lampedusa, 3 fois plus qu'en 2012. Toutes les cérémonies étaient marquées par la sobriété sans personnalité politique. C'est une vieille djeb fournie par un habitant qui a fait office de papa mobile. Lampedusa, confetti à 20 km, est plus proche des côtes nord-africaines, située à environ 100 km de la Sicile. En 2011, avec le printemps arabe, près de 50 000 migrants et réfugiés avaient déferlé sur Lampedusa et les autorités s'étaient retrouvées débordées. Ils sont initialement accueillis dans un petit centre souvent surpeuplé avant d'être renvoyés dans leur pays ou transférés vers un centre pour demandeurs d'asile. Samedi 6 juillet, le lac Mégantic s'est embrasé vers 1h30 alors qu'un train sans conducteur convoyant du pétrole brut a déraillé, faisant exploser au moins 4 wagons-citernes contenant 100 tonnes de pétrole chacun. Sur le plan humain, les derniers bilans font état de 13 morts et au moins 50 disparus. Outre le désastre humain, les autorités craignent une catastrophe écologique car près de 100 000 litres de pétrole provenant des réservoirs accidentés ont été observés sur la rivière Chaudière et pourraient atteindre rapidement le fleuve Saint-Laurent, reliant les grands lacs à l'océan Atlantique. Selon un porte-parole du ministère québécois de l'Environnement, Éric Cardinal, toutes les ressources ont été déployées pour limiter au maximum la quantité qui pourrait atteindre cet axe maritime. Avant de dérailler, le train de la compagnie américaine des Montréal Main and Atlantic transportait du pétrole provenant du Dakota au nord des États-Unis et devait se rendre à la raffinerie Irvine dans la province du Nouveau-Brunswick en traversant le Maine. Cet accident, jugé selon des experts comme le plus grave de l'histoire du transport de brut par train, relance le débat du transport ferroviaire de pétrole en Amérique du Nord qui a littéralement explosé ces dernières années. Le président syrien Bachar al-Assad a écarté lundi tous les dirigeants de son parti, le Baas, dont le vice-président critique Farouk al-Sharren, tandis que l'opposition en situation critique à Homs a décidé de se séparer de son éphémère premier ministre. Le premier ministre syrien Wael al-Alaki ainsi que le président du parlement Jihad Labam ont fait leur entrée dans ce commandement du parti. Farouk al-Sharren, qui s'était prononcé fin 2012 pour une solution négociée de la crise en Syrie, reste vice-président. Il détient ce poste depuis 2006 après avoir été pendant 22 ans le chef de la diplomatie syrienne. Il avait été évoqué pour remplacer Bachar al-Assad en cas de transition négociée. Ce coup de balai s'explique par les nombreuses critiques venues de la base du parti Baas sur les mauvais résultats de la direction avant et durant le conflit, avait affirmé Bassam Abou Abdallah, directeur du centre de Damas pour les études stratégiques. Une autre cause, des mauvais résultats et un discours trop rigide. Un changement complet montrant le niveau de mécontentement, avait-il ajouté. Le Baas au pouvoir en Syrie depuis le 8 mars 1963 n'est plus officiellement depuis 2012 le parti qui dirige la société, mais il reste du fait la formation la plus influente du pays. Il s'agit du premier renouvellement de sa direction depuis 2005. À l'époque, la plupart des vétérans avaient quitté le commandement qui comptait 14 membres. Dans le même temps, le premier ministre syrien Ghassan Itto avait annoncé lundi qu'il démissionnait sans avoir pu fermer ce gouvernement d'opposition, près de 4 mois après sa démission lors d'une réunion à Istanbul. Dans un communiqué, la coalition nationale de l'opposition syrienne, principale formation de l'opposition, avait accepté la démission de Ghassan Itto et annoncé qu'elle recevait les candidatures pour le poste de premier ministre dans un délai de 2 jours, dont jusqu'à mercredi dernier. Ghassan Itto démissionnait 2 jours après la nomination de Ahmad Issi Jarba, son opposant de longue date à la tête de la coalition, lui, soutenu par le Qatar lors de laborieux débats précédant sa nomination en mars. Les troupes syriennes avaient gagné du terrain dans le centre de Homs sous une pluie d'obus au 10e jour de leur offensive pour prendre le contrôle du dernier carré de la ville, encore aux mains des insurgés, selon une ONG et des militants. Akrama, un quartier de Homs tenu par le régime, était lui aussi touché par un attentat suicide à la voiture piégée, faisant 5 morts, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, OSDH. Le quartier d'Akrama est à majorité alawite, communauté dont est issu Bachar al-Assad.
L'armée contrôlerait 30% du quartier selon Abou Hilal, mais la plus grande partie du quartier selon la presse proche du pouvoir, citant des sources militaires. Y avait-il un bon pilote dans l'avion? Asiana Airlines s'employait mardi à sauver sa réputation après avoir révélé que le capitaine du vol 214 Séoul-San Francisco ainsi que son instructeur sur Boeing 777 étaient tous de nouveau dans ses fonctions. Déterminé à défendre son équipage en attendant les conclusions de l'enquête sur l'accident qui a fait 2 morts et 180 blessés samedi dernier, la compagnie sud-coréenne Asiana Airlines n'a eu de cesse de rappeler qu'elle suivait scrupuleusement la réglementation internationale en matière de sécurité. L'agence américaine de sécurité des transports NTSB avait elle aussi mis en garde contre les conjectures sur les circonstances de l'accident alors qu'elle commençait tout juste à interroger les 4 pilotes d'Asiana. La compagnie avait elle révélé mardi que Lee Jung-min, chargé de former son collègue Lee Kang-kook, dont c'était le premier atterrissage à San Francisco à bord de ce genre d'appareil, venait d'obtenir sa licence. Pilote dit très expérimenté, il n'avait reçu son agrément qu'un mois avant l'accident, avait indiqué un porte-parole d'Asiana aux médias. Ce n'est pas anormal, avait-elle aussi ajouté. Tout instructeur connaît son premier jour en tant qu'instructeur et celui-ci a des milliers d'heures de vol à son actif, dont 3000 sur Boeing 777. Les autorités sud-coréennes avaient auparavant confirmé que le capitaine de l'avion n'avait navigué que 43 heures sur un Boeing 777-200, l'un des plus gros porteurs au monde. Il connaissait sa première expérience opérationnelle sur un 777, avait déclaré Deborah Eichmann, président de l'Agence américaine de sécurité des transports, NTSB. Asiana a cependant insisté sur le fait qu'il était rompu aux procédures d'atterrissage à l'aéroport de San Francisco pour y avoir posé des Boeing 747 entre 1999 et 2004. Selon Deborah Eichmann, l'avion s'est approché de la piste d'atterrissage à une vitesse beaucoup trop lente. L'enregistrement des conversations avait révélé que l'équipage avait tenté de remettre les gaz et demandé à la tour de contrôle l'autorisation d'éviter l'atterrissage et de reprendre de l'altitude, mais semblait-il beaucoup trop tard. Le PDG d'Asiana Airlines, Yoon Young-doo, est monté au créneau lundi en jugeant intolérables les informations de presse selon lesquelles le manque d'expérience du pilote pourrait être à l'origine de l'accident. Bon nombre d'experts interrogés avaient donné raison à la compagnie tout en regrettant une dégradation générale du niveau des migrants due à l'automatisation. Une équipe de 6 spécialistes est arrivée lundi à San Francisco en provenance de Séoul pour assister la NTSB. 2 adolescentes chinoises ont trouvé la mort dans l'accident et 182 personnes ont été blessées, plusieurs étaient encore dans un état grave. L'Institut médico-légal du comité de San Météo, qui procède aux autopsies, devra confirmer si la mort est survenue avant ou après un éventuel contact avec un véhicule. C'était là la première partie de votre magazine d'information, Le Monde en 60 minutes. Maintenant, c'est la seconde partie, elle est réservée à la presse écrite. Nous commençons avec la journée de lundi dernier. La foi est une lumière pour les ténèbres, rapportait la Croix le lundi, qui offrait à ses lecteurs le texte intégral de l'encyclique Lumen Dei, une récapitulation de l'essentiel de la foi catholique rédigée par Benoît XVI et le pape François. En page, vous deviez trouver en tout cas que la Croix nous apprenait que le pape François a choisi de canoniser Jean-Paul II et Jean XXIII. Libération nous disait qu'en Égypte, c'est la peur de la guerre civile face à la résistance des frères musulmans. L'armée en première ligne depuis la destitution de Mohamed Morsi plonge le Caire dans la confusion. Dans ses pages 8 à 10, Libé indiquait qu'à gauche, il y a le feu aux alliances des écolos au PRG, de la gauche du PS jusqu'à la bande des 4 du gouvernement. La grogne anti-Hollande ne se cache plus. À droite, il y a le feu aux finances. Ses comptes de campagne rejetés, Sarkozy en profite pour revenir dans le jeu et s'invite aujourd'hui au bureau politique de l'UMP. Il faut le préciser, on parlait là des informations de lundi dernier. En tout cas, pour le Figaro, Sarkozy, c'était un vrai faux retour et puis s'en va. Le journal indiquait que pour la première fois depuis 2007, Paul-Stéphane Nicolas Sarkozy s'est rendu en tout cas lundi après-midi à l'UMP pour un bureau politique extraordinaire réunissant les membres du bureau et parlementaires après le rejet de ses comptes de campagne du parti. Le Figaro relevait que cette décision d'intervenir directement et le choix du départ du Conseil constitutionnel ont pour certains enclenché un processus qui se couchera et surtout conclura par un retour en politique plus rapide que prévu.
Mais notait le quotidien, l'entourage de l'ex-président tempère, il veut s'adresser à sa famille politique. S'il y a un retour, ce sera pour s'adresser aux Français. Résumé déjà le député européen Brice Hortefeux à nos confrères lundi dernier. Le Figaro s'était également intéressé au bilan miraculeux pour un crash spectaculaire à San Francisco. Un Boeing 777 de la compagnie sud-coréenne Asiana Airlines a pris feu à l'atterrissage samedi à San Francisco. Le dernier décompte, selon le journal, faisait état de seulement 2 morts parmi les 307 passagers et membres d'équipage. En page 4 et dans la chronique de Nicolas Baverez, page 19, le Figaro nous apprenait qu'en Égypte, le modéré El Baradei est recusé par les salafistes. Selon le confrère, la proposition de placer Mohamed El Baradei à la tête d'un gouvernement intérimaire en Égypte a été rapidement retirée. L'ex-directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique et prix Nobel de la paix en 2005 est le candidat idéal pour nos confrères, en tout cas, des manifestants libéraux qui se félicitent du départ de Mohamed Morsi, déposé, il faut le dire, par les militaires la semaine dernière, écrivait déjà le Figaro lundi, et qui relevait que sa nomination se heurte aux réserves des salafistes du parti Al-Nour, connu pour leur radicalisme religieux. Pour le quotidien Le Monde, l'Égypte est au bord de la guerre civile. 3 jours après la déposition de l'ancien président, la tension extrême entre pro et anti-Morsi. Ces affrontements ont fait 25 morts, notamment à Alexandrie au Caire. Vendredi 5 juillet dernier, des responsables des frères musulmans ont été arrêtés. Et puis, vous pouviez trouver en tout cas toutes ces informations dans les colonnes du journal. Le retour de Nicolas Sarkozy électrise le jeu politique à droite. Pouvait-on lire à la grande une du quotidien Le Monde lundi. Le journal précisait que Nicolas Sarkozy a bel et bien été, il faut le dire également, lundi à la réunion extraordinaire du bureau politique de l'UMP pour analyser la situation financière périlleuse du parti. Ses partisans se demandent toujours si l'ancien président, champion des militants, a vraiment intérêt à revenir dès maintenant dans le jeu politique. Là, le politologue Pascal Perrineau a d'ailleurs jugé inédit un retour qui s'effectue sur une posture clivante et sans que la défaite de 2012 ait été vraiment analysée. En page 8 et 9, Marine Le Pen affirmait d'ailleurs à nos confrères n'avoir rien à craindre de l'ex-président français. Alain Juppé, lui, n'exclut pas de se présenter à la primaire à droite pour la présidentielle de 2017. Pour l'humanité, Sarkozy revient et ça coûte cher à l'UMP. Applaudi lors de la fête de la Violette, l'ancien président participait déjà lundi aux réunions de son parti. Le journal fondé par Jean Jaurès, l'Humanité, titrait déjà retraite. Les syndicats font front. La CGT, FO, la FSU et Solidaire pourraient, selon nos confrères, décider d'un mouvement de grève à la rentrée prochaine. Au sein du PS, des voix refusent une réforme qui allongerait la durée de cotisation, écrivait d'ailleurs le quotidien lundi. En page 10, l'Humanité relevait qu'en Égypte, les frères musulmans ne veulent pas lâcher prise. Et puis on parlait également d'impôts, il faudra passer par Internet, c'était le titre choisi par Aujourd'hui en France pour indiquer que Bercy envisage d'obliger un plus grand nombre de contribuables à déclarer et à payer leurs impôts sur Internet. Un pas de plus dans le virage numérique de l'administration. En page 13, le journal nous apprenait qu'on craint le pire à Lac-Mégantic au Canada. Une gigantesque explosion de wagons-citernes transportant du pétrole a dévasté samedi dernier la petite ville québécoise de Lac-Mégantic. Le bilan qui se levait déjà dimanche soir à 5 morts et 40 disparus pourrait être bien élevé, comme nous l'apprenons en tout cas aujourd'hui en France, qui est un quotidien français. Le plan à 10 milliards pour enrayer le déclin de l'industrie française, titrait lundi Les Échos, quotidien français de l'économie, qui nous apprenait que Jean-Marc Ayrault dévoilera, en tout cas mardi, ce qu'écrivait le journal lundi, le plan d'investissement à 10 ans commandé par François Hollande. Selon Les Échos, le gouvernement français espère montrer que le sérieux budgétaire n'est pas incompatible avec la volonté de préparer la croissance future. 4 axes stratégiques ont été fixés. Déjà, le numérique, la transition énergétique, la santé et les grandes infrastructures de transport. Le Premier ministre français devrait confirmer certains investissements et tirer les enseignements du récent rapport d'Aron sur les projets d'infrastructure. Mais la principale décision sera de réabonder le programme d'investissement d'avenir issu du grand emprunt de Nicolas Sarkozy. Une nouvelle enveloppe de 10 à 12 milliards d'euros devrait lui être dédiée et prendre le relais des 35 milliards d'euros déjà alloués. Dans un point de vue que publiait d'ailleurs Les Échos lundi, 8 grands patrons membres du cercle de l'industrie
proposait 3 pistes de réforme. Eh bien, vous pouviez les trouver en tout cas dans les colonnes du quotidien de l'économie et bien sûr le quotidien Les Échos avec l'éditorial de Jean-Marc Vittori que vous pouviez trouver bien sûr en page 9. Le quotidien de Bordeaux, rive gauche, sud-ouest s'interrogeait qui seront les stars de la rentrée télé. Selon Sud-Ouest, ni mouvement majeur, ni transfert pharaonique. Pas souci d'économie, radio et télé, mise sur des valeurs maison ou des vedettes confirmées. Le quotidien de la Réunion de l'océan Indien revenait sur le 8e congrès du PCR et parlait du changement dans la continuité. Maurice Gironcel, Harry Agouet, Francis O'Haro et Ivan Dejean sont les nouveaux secrétaires généraux. 4 figures connues pour redresser le navire PCR, écrivaient d'ailleurs nos confrères lundi dernier. En Belgique, le soir rapportait la surprise du chef Lutgen. Et bien sûr, cette surprise, c'est tout simplement Marie-Martine Schins qui remplacera Marie-Dominique Simonet à l'éducation. Pour la Libre Belgique, elle est la ministre qu'on n'attendait pas. Bien sûr, à 36 ans, Marie-Martine Schins, une ancienne enseignante, devient tout simplement ministre de l'enseignement. Un choix qui ne fut pas du tout simple pour le président du CDH, Benoît Lutgen, écrivait le confrère. Un mort et 5 blessés par balle, c'est le titre qu'avait choisi en tout cas lundi France Antilles Guadeloupe qui indiquait que ce week-end a été marqué par de nombreux faits de violence. Samedi soir, une jeune fille de 18 ans a reçu une balle alors qu'elle circulait en voiture au Gosier. Elle est décédée. Sur le coup, 5 autres personnes ont été blessées, toujours par arme à feu, en région pointoise. France-Guyane, autre quotidien des îles, nous expliquait que Léon Bertrand est rentré à Fort-de-France. Après une semaine de procès, une délégation de Saint-Laurent s'est rendue directement à l'aéroport et a rencontré quelques problèmes en chemin. Problèmes que vous pouviez trouver dans les colonnes du quotidien. En tout cas, d'où la une du journal guyanais, Bertrand accueilli par ses fans. La Tribune de Genève, quotidien suisse, avait une révélation lundi. Le pilote du Boeing crashé à San Francisco était encore en formation. La compagnie sud-coréenne Asiana Airlines a annoncé lundi que le Boeing 777, qui s'est écrasé samedi sur l'aéroport de San Francisco aux États-Unis, effectuait son premier vol aux commandes du long courrier. Les premières données de la boîte noire ont montré que le Boeing 777 avait une vitesse d'approche trop lente avant de s'écraser samedi sur l'aéroport international de San Francisco et que les pilotes ont remis les gaz pour tenter de reprendre de l'altitude. Mais la queue de l'appareil a alors heurté la piste, entraînant tout simplement le crash qui a provoqué seulement 2 morts. On termine cette journée de lundi au Canada avec le métro qui titrait après les flammes, la consternation à Lac-Mégantic, lieu où l'accident a instantanément engendré une explosion gigantesque similaire à une boule de feu qui a dévasté tout sur son passage, un brasier qui a fait les manchettes à travers le monde. Le bilan fait toujours état des 5 morts et surtout de 40 disparus. Mardi, le journal fondé par Jean Jaurès, l'Humanité, nous disait que Sarkozy est à découvert. Selon l'Humanité, l'urgence financière oblige. L'ancien président s'invite au bureau politique de l'UMP. Un acte qui, selon le confrère, prépare sans le dire son retour aux affaires. Mais relevait le quotidien, l'étau de la justice se resserre autour de l'ex-chef de l'État français. Page 8, l'Humanité notait les feux croisés entre l'armée et les islamistes en Égypte et indiquait que les frères musulmans déploient une stratégie de tension et appellent au soulèvement. Pour La Voix du Nord, qui est un quotidien lillois, l'armée égyptienne est face aux islamistes. Le journal lillois nous assurait que plus de 50 personnes ont été tuées lundi au Caire lors d'une manifestation pour Morsi. Les frères musulmans appellent d'ailleurs au soulèvement à la suite de ce massacre qui aggrave le climat d'extrême tension qui règne depuis la destitution du président islamiste Mohamed Morsi. Dans les colonnes du journal, vous pouviez trouver le reportage de l'envoyé spécial de La Voix du Nord au Caire, Éric Dussard. Même son de cloche à la une du quotidien Le Figaro mardi qui nous affirmait que l'Égypte est au bord de la guerre civile. Comme les autres quotidiens et journaux, Le Figaro nous disait que les frères musulmans appellent au soulèvement après la destitution par l'armée du président islamiste Mohamed Morsi. Plus de 50 personnes ont été tuées lundi soir au Caire. En page 7, Le Figaro relevait, parlant de migrants, que le pape François dénonce la mondialisation de l'indifférence. Sujet repris par le quotidien catholique La Croix qui assurait que le pape François est au secours des migrants. Le pape s'est rendu lundi sur l'île italienne de Lampedusa où il a fustigé la mondialisation de l'indifférence à la souffrance de ceux qui cherchent refuge en Europe. Le revoilà, c'était le titre choisi par la Nouvelle République pour nous informer que discret depuis sa défaite à la présidentielle en mai de l'année dernière, Nicolas Sarkozy a délivré aux personnalités de l'UMP un discours
très politique. Pour la dépêche du midi, Nicolas Sarkozy prend date. Réunion de l'UMP, ce n'était pas sa rentrée politique, mais ça y ressemblait. En Haute-Garonne, la dépêche du midi a reçu d'ailleurs les champions du bac. Excellent cru 2013. Ils ont été 921 jeunes à décrocher cette année. Leur mention très bien au bac en Haute-Garonne. La dépêche du midi les a accueillis lundi avec les honneurs. Le quotidien de la capitale, Le Parisien, affirmait que Sarkozy revient et notait que bien qu'il s'en défende, l'ancien chef de l'État a fait son retour lundi devant les tenors du bureau politique extraordinaire de l'UMP. Le Parisien notait également la valse des animateurs et relevait la rentrée télé sera mouvementée dans les colonnes du journal. Vous pouviez retrouver en tout cas la revue de détail des stars du petit écran, celles qui restent ou arrivent comme par exemple Carolis, Aram et surtout la Pix, et celles qui partent comme Schoenberg, Lombroso ou encore Michel Denisot. Le Monde titrait d'ailleurs mardi, salaire bloqué, prime en baisse, les fonctionnaires au régime sec. Le journal nous avouait que dans le projet de budget 2014, la hausse de la masse salariale de l'État se limite à 0,30% par rapport à 2012. Les primes catégorielles seront réduites à 300 millions d'euros, près de 2 fois moins que sous la droite. Le Monde indiquait que la prime de 400 euros promise aux professeurs des écoles sera versée. Les agents de l'aviation civile auront aussi un bonus. Le gouvernement français prend le risque de brusquer une partie de sa base électorale. En page 2 du même quotidien, Le Monde parlait de la libre-échange et nous disait que l'Europe négocie avec Washington, même si le journal notait que la polémique sur l'espionnage américain tend les discussions entre l'Europe et bien sûr les États-Unis d'Amérique. Sujet que rapportait le quotidien phocéen, la Marseillaise à sa grande une qui indiquait que malgré l'affaire de l'espionnage américain, l'Union européenne a accepté d'ouvrir les discussions sur l'accord transatlantique de libre-échange. C'était en tout cas lundi à Washington, États-Unis, Union européenne, accord pas si libre que ça, lit-on d'ailleurs à la une de la Marseillaise dans sa livraison de mardi dernier. Tour de vis fiscal fait chuter l'emploi à domicile. C'était le titre choisi par le quotidien français de l'économie, Les Échos, qui nous avouait que c'est du jamais vu depuis au moins 10 ans. Déjà mal orienté depuis le début de la crise en 2009, le secteur de l'emploi à domicile a fait une nouvelle chute spectaculaire au premier trimestre. C'est ce que montrent en tout cas les chiffres publiés mardi dernier. Nombre d'employeurs, volume d'heures déclarées, masse salariale versée. Tous les indicateurs sont orientés à la baisse. Les travaux ménagers à domicile, l'aide aux personnes âgées ou encore le soutien scolaire sont frappés depuis plusieurs années. Fait nouveau, la garde d'enfants à domicile et chez les assistantes maternelles est elle aussi touchée, nous apprenaient nos confrères. Le recul du pouvoir d'achat des ménages explique en partie cette dégringolade. Elle est aggravée par le tour de vis fiscal décidé par la droite comme par la gauche pour réduire les déficits. Les cotisations sociales sur les emplois à domicile ont augmenté en 2011 et à nouveau depuis le 1er janvier 2013. Par ailleurs, le nombre de défaillances d'entreprises a rebondi de 9,4% au deuxième trimestre selon un bilan d'Altares peu présente à l'international. Les très petites sociétés souffrent particulièrement de l'atonie de la consommation des ménages français, nous indiquaient en tout cas nos confrères du quotidien de la Réunion, du quotidien français de l'économie, Les Échos, mardi dernier. Le quotidien de la Réunion de l'océan Indien parlait des écarts de prix. Réunion métropole en grande surface, plus 44% sur les marques nationales, plus 77% sur les produits d'enseigne, nous apprenait le quotidien de la Réunion et de l'océan Indien. C'était dans sa livraison de mardi dernier, 9 juillet de l'an de grâce 2013. En Suisse, la Tribune de Genève nous disait que Comparis table sur une hausse des primes maladie de 2%. Selon le journal, les primes maladie devraient augmenter d'environ 2% l'an prochain contre 1,5% cette année, selon un sondage de Comparis réalisé auprès des principaux assureurs. Au Luxembourg, le quotidien journal luxembourgeois titrait « Diekrich, l'armée prend d'assaut la ville ». Le journal nous affirmait que les militaires ont quitté la caserne de Diekrich pour investir les rues du centre-ville et proposer au public toutes sortes d'attractions et de démonstrations. Les passionnés étaient également au rendez-vous. Vigilance météo en Martinique, France Antilles indiquait que Chantal, la première tempête tropicale de la saison,
était attendu en tout cas mardi. Fortes pluies, vents et orages devaient en tout cas concerner cette île une bonne partie de la journée. Autre information que rapportait le quotidien martiniquais mardi, les épreuves orales du bac qui étaient reportées pour l'après-midi et de nombreuses crèches et centres de loisirs qui étaient fermés. En Belgique, le soir, nous affirmait que le roi Philippe payera la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. La liste civile devrait être rabotée de 700 000 €, soit une baisse d'environ 7%. Pour la Libre Belgique, autre quotidien belge, l'Égypte est au bord de la guerre civile. Le quotidien belge notait les affrontements qui ont fait plus de 50 morts lundi. Les frères musulmans qui appelait également le peuple à se soulever. Dans ses pages 22 et 23, la Libre indiquait que allaiter bébé, c'est mieux pour sa fertilité. Le non-allaitement des bébés pourrait réduire de 20 à 25% la fertilité masculine à l'âge adulte. Et c'est ce qu'indique en tout cas une nouvelle étude de l'UCL. En tout cas, avis à toutes les mamans. 13 morts et encore une quarantaine de disparus à Lac-Mégantic, rapportait le quotidien montréalais. Le métro mardi. La Sûreté du Québec a confirmé lundi que 8 nouveaux cadavres avaient été retrouvés dans les décombres proches du lieu où a déraillé samedi un train rempli de pétrole, portant à 13 le nombre provisoire de décès. Le journal montréalais a parlé en tout cas du peu de risque d'une tragédie ferroviaire à Montréal. Nous passons à la journée de mercredi. Université fac en vrac, c'était le titre choisi mercredi par Libération pour relever le manque de moyens et de débouchés qui dissuade en tout cas de plus en plus de bacheliers de s'inscrire en fac qui préfèrent grandes écoles et IUT. Pour le journal catholique La Croix, l'université redore son blason pour la simple raison que les bacheliers ont confirmé où vont le faire leur choix pour l'an prochain. Selon nos confrères, nombre d'entre eux iront à l'université, une filière en pleine mutation. Mort sur ordonnance, pouvait-on lire à la grande une du quotidien de la capitale, Le Parisien, qui indiquait que des logiciels de prescription médicale utilisés dans les hôpitaux seraient à l'origine de plusieurs bavures. De plus en plus de médecins s'inquiètent pour leurs patients, notait déjà Le Parisien. En page 10 et 13, Le Parisien parlait de la poudrière égyptienne alors que le ramadan a commencé mardi. Le chaos menace le pays. Le Monde confirmait en tout cas cette information, c'est le chaos après la sanglante répression du Caire. Pouvait-on d'ailleurs lire à la grande une de ce journal? Eh bien, le confrère affirmait que l'armée est en accusation après la mort de 51 personnes lors d'une manifestation pro-Morsi. Des élections législatives sont prévues avant 2014. Devant les militants de l'UMP, Sarkozy était la superstar, avouait Le Monde, qui indiquait que l'ex-chef de l'État s'est posé en homme providentiel le temps d'un bureau politique. Pendant ce temps, Jean-Marc Ayrault ne ferme pas la voie au LGV. Selon Sud-Ouest, la ligne Bordeaux-Toulouse devrait finalement être réalisée d'ici à 2030. Pas la liaison Bordeaux-Hendaye. L'étude du projet est toutefois maintenue, nous apprenait le quotidien de Bordeaux-Rive-Gauche. Le Premier ministre français, à la une du journal, a d'ailleurs choisi le scénario le plus volontariste, mais il compte sur un effort financier des élus. Information confirmée par le journal de Toulouse, La Dépêche du Midi, qui indiquait lui aussi que le chef du gouvernement français, Jean-Marc Ayrault, a confirmé mardi la liaison Bordeaux-Toulouse avant 2030, d'où la une du quotidien LGV, feu vert pour Toulouse-Paris. La Voix du Nord s'était intéressée aux vacances. Vacances riment souvent avec plage, mais laquelle choisir? Nos confrères ont sélectionné mardi pour leurs lecteurs 3 sites gratuits, familiaux et accessibles facilement. On parlait bien sûr de Bray-Dunes, Lille et Loisy-Nord. À Neux-les-Mines, leur point commun, c'est tout simplement le sable, l'eau et les structures accueillantes pour les enfants. La une du journal lillois nous en disait à tout cas tout, mer, ville, lac, le match des plages. Loi anti-cumul, un petit pas contre la lutte des places. C'était le titre choisi par l'Humanité qui nous expliquait que parlementaire devient une activité à plein temps incompatible avec la fonction de maire. Mais, relevait le journal, l'absence de proportionnel et d'un vrai statut de l'élu limitera le renouvellement. En page 8, le quotidien notait le court-circuit sur les prix de l'électricité. Le confrère nous disait tout simplement qu'encore 5% de hausse invalidée par le gouvernement et une autre suivrait dans les tout prochains jours. Manif pour tous, Nicolas libéré après 20 jours de détention, de prison, peut-on lire en tout cas à la rande une du quotidien Le Figaro mercredi. Le quotidien indiquait que les juges de première instance l'avaient très sévèrement condamné à 4 mois de prison, dont 2 fermes pour participation à un attroupement et surtout rébellion.
Mardi, relevait le Figaro, devant la cour d'appel de Paris, l'avocate générale, elle, n'a requis qu'une peine de 5 mois avec sursis en demandant qu'une peine ferme n'excède pas la durée de détention effective. Les magistrats ont finalement décidé de ne pas le condamner qu'à 3 000 € d'amende, dont 1 500 avec sursis, et ainsi de mettre fin à la détention de Nicolas Bernard Hus, militant de la Manif pour tous, dont le sort avait paru injuste à de nombreuses personnalités. Au cours de l'audience, cet étudiant devenu un symbole pour les opposants à la loi Taubira s'est montré très réactif en contestant chaque terme du procès, ou alors des procès-verbaux également. En page 9, le Figaro nous affirmait que les syndicats bloquent l'accès à l'abeille de Mont-Saint-Michel. Selon le confrère, le conflit dure depuis 5 semaines, mais depuis 2 jours, enfin depuis quelques jours en tout cas, les employés CGT et CFDT du Mont-Saint-Michel ferment les accès à la baie alors que la saison touristique arrive à un de ses points culminants avec le passage du Tour de France. En cause, de nouveaux systèmes de navettes qui augmenteraient le temps de trajet des salariés. Le quotidien français de l'économie, Les Échos, titrait mercredi « Emploi des cadres reprise en vue dès 2014 ». Selon le journal, il résiste et devrait même repartir à la hausse. Dans un marché du travail dévasté, l'emploi des cadres continue de tirer son épingle du jeu. Selon les données publiées mardi par l'APEC, cette dernière prévoit 366 500 recrutements de col blanc pour l'année 2013. Certes, ce total s'inscrirait en recul de 7% par rapport à 2012, mais selon l'APEC, il reviendrait à un niveau plutôt bas qui devrait permettre d'assurer cette année encore des créations nettes de postes de cadres. Surtout, la tertiarisation de l'économie entraînant structurellement un besoin accru de compétences. L'APEC anticipe une nette reprise des embauches de cadres ces prochaines années, même en cas de reprise économique modérée. Selon ses projections, un record absolu serait battu dès 2017 avec 214 000 recrutements. Optimistes sur leur avenir personnel, les cadres restent toutefois très alarmistes sur l'état de l'économie et du marché de l'emploi. En pages 4 et 5, les Échos se sont intéressés aux investissements publics et les bénéficiaires du plan Héros. Selon le confrère, le Premier ministre français a annoncé mardi un nouveau programme d'investissement de 12 milliards d'euros, dont la moitié est dédiée à la transition écologique. Le quotidien de la Réunion et de l'océan Indien, dans sa parution de mercredi, rapportait 2 morts inexpliquées de Saint-Denis. Une mère âgée d'une 60aine d'années et son fils trentenaire ont été découverts mardi matin sans vie à leur domicile, rue d'Après à Saint-Denis. Les enquêteurs privilégient la thèse de la mort naturelle. Son origine reste en tout cas inexpliquée jusqu'à aujourd'hui. En Martinique, France-Antilles titrait « Grand vent ». Selon le journal, les vents de la tempête tropicale Chantal ont fortement soufflé sur la Martinique mardi. En fin de matinée, beaucoup d'arbres arrachés et de tôles emportés, comme sur cette maison que vous voyez à la grande une du journal. Une maison au Saint-Esprit. Hier soir, c'était en tout cas mardi soir, aucune victime directe de ce mauvais temps n'était à déplorer. Au Luxembourg, le quotidien nous disait tout simplement que Bruxelles adapte les droits des vacanciers à l'ère de l'Internet. La Commission européenne a mis en garde mardi contre les forfaits de vacances achetés sur Internet et a présenté une série de mesures pour protéger les droits des consommateurs. La Tribune de Genève, journal suisse, nous disait que l'accusé des attentats de Boston était devant les juges, enfin, il a été devant les juges mercredi. 3 mois après le double attentat de Boston, son auteur présumé, Djokhtar Tsarnaev, a été en tout cas confronté mercredi à certaines de ses victimes. C'est la première fois qu'il comparaissait. En Belgique, le soir, nous avouait que c'est une nouvelle Belgique. En juillet 2014, Di Rupio a bouclé mardi la 6e réforme de l'État pour la libre Belgique. L'accord qui invente la Belgique de 2014, les régions disposeront d'une plus large autonomie fiscale. Les régions et les communautés, il faut le dire, vont hériter de compétences nouvelles à hauteur de 20 milliards d'euros. Le refinancement de Bruxelles sera assuré, maintien d'une solidarité fédérale. Eh bien, on va aller avec la journée de jeudi. Tapis frappé au portefeuille, c'était le titre choisi par le quotidien de Bordeaux, Rive Gauche Sud-Ouest, qui indiquait que les magistrats enquêtant sur l'arbitrage Adidas Crédit Lyonnais ont ordonné la saisie des biens de l'homme d'affaires
mis en examen pour escroquerie. Bernard Tapie a contre-attaqué déjà mercredi dans les studios d'ITélé et d'Europe 1. Libération nous donnait sa vraie fortune jeudi alors que les juges ont ordonné la saisie de la plupart de ses biens. Libé a fait une enquête sur un patrimoine disséminé. Le journal de Toulouse, la dépêche de midi, rapportait la grosse colère de Bernard Tapie. Le quotidien revenait sur la réaction de l'homme d'affaires après la saisie d'une partie de ses biens. Sujet que l'on retrouvait en page 8 du quotidien français Le Figaro, qui se posait déjà des questions autour d'une saisie spectaculaire des biens de l'homme d'affaires français Bernard Tapie. À la une du Figaro, on pouvait lire Roms, Jean du Voyage, le ras-le-bol des maires. Le confrère nous apprenait que la tension monte parmi les élus locaux, droite et gauche confondus. Ils sont de plus en plus démunis face à l'installation de campements illégaux sur leur territoire. Et l'exaspération monte parmi leurs administrés, relevait le quotidien. Le maire de Guérande, Loire-Atlantique, vient en tout cas de démissionner en signe de protestation. Le député maire de Nice, Christian Estrosi, appelle quant à lui à une révolte des maires pour mater les intrus. Le Figaro relevait que les gens de voyage de nationalité française sont environ 400 000 dans le pays, tandis que le nombre de Roms venus de Bulgarie et Roumanie est estimé à 20 000. Le ministre français de l'Intérieur promet, selon nos confrères, de faire des propositions inédites avant le 17 juillet prochain pour apaiser les esprits. Mais une chose est sûre, le sujet sera au centre de la campagne des municipales de 2014, notaient nos confrères. Une question que se posait le Figaro ce jeudi déjà. Après l'incendie, que reste-t-il des merveilles de l'hôtel Lambert? Dans la nuit de mardi à mercredi, un incendie a ravagé l'hôtel Lambert à Paris. 170 pompiers ont été mobilisés pendant plusieurs heures pour maîtriser le feu, nous apprenait le journal qui indiquait d'ailleurs qu'à datant du XVIIe siècle, appartenant à la famille princière du Qatar, l'hôtel de l'île Saint-Louis était en travaux depuis 3 ans. Il abritait un des rares décors du peintre Eustache Le Sœur qui a été totalement détruit. Sujet qui intéressait d'ailleurs Le Monde, qui nous avouait avec désolation en sa page 13 que l'hôtel Lambert, particulier joyau du XVIIe siècle, le plus important de Paris, a été ravagé par les flammes. Le Monde avait également relevé que la justice a saisi les biens de Bernard Tapie. Selon le quotidien, l'ex-ministre des Finances Jean-Louis Borloo a été entendu comme témoin dans l'affaire de l'arbitrage contesté. Le journal fondé par Jean Jaurès ne lâchait pas l'affaire et indiquait qu'une fois de plus, la justice saisit les biens de Bernard Tapie. En grande une, l'Humanité nous informait qu'au Brésil, les syndicats jouent les prolongations. À la suite des fortes mobilisations du mois de juin, 5 syndicats appellent à une journée de lutte déjà au cœur des revendications, des moyens pour l'éducation et la santé et une meilleure répartition des richesses. Pendant ce temps, l'Égypte s'enfonce dans ses divisions, titrait La Croix. Le journal catholique écrivait, tandis qu'un dangereux face-à-face s'instaure entre l'armée et les frères musulmans, le pouvoir intérimaire tente de rapprocher les multiples courants politiques. L'image à la une de La Croix montre une affiche représentant l'ex-président Mohamed Morsi dans une rue du Caire bloquée par les barbelés. C'était mardi. Diplôme, trop de bac, tue le bac, pouvait-on lire à la grande une de Aujourd'hui en France dans sa parution de jeudi, qui indiquait que c'était en tout cas jeudi que les derniers candidats ont connu leurs résultats. Cette année encore, relevait le journal, 8 lycéens sur 10 ont décroché leur diplôme, une proportion qui, selon le confrère, le dévalorise sérieusement. La démission de Leonardo a intéressé le quotidien de la capitale, Le Parisien, qui nous disait que le PRG perd la tête après le départ de Carlo Ancelotti. C'est au tour du directeur sportif de démissionner. Un nouveau sale coup pour le club, relevait le Parisien. Jeudi dernier, le quotidien français de l'économie, Les Échos, parlant de médicaments, nous avouait que le monopole des pharmacies est menacé selon Les Échos. L'autorité de la concurrence a publié mercredi un document sur la distribution de médicaments en ville qui risque de faire grincer les dents de beaucoup d'acteurs de la filière, réputés pour son manque de transparence. En premier lieu, relevait le confrère, les pharmaciens d'officine qui ne jouent pas suffisamment le jeu de la concurrence sur les produits d'automédication et qui se voient menacés d'une perte partielle de leur monopole, mais aussi les industriels, y compris les fabricants de génériques, eux-mêmes, dont les diverses manœuvres pour freiner les baisses des prix sont mises au jour. Le journal indiquait qu'on y découvre, par exemple, que l'absence d'inscription comme telle des génériques du Doliprane empêche la substitution automatique par le pharmacien, alors que son remboursement a coûté 276 millions d'euros à l'assurance maladie en 2012. De quoi réjouir le consommateur. En page 14, Les Échos notaient que le rapporteur général du budget a exploité les données de la liste HSBC qui détaille les actifs détenus par les Français en Suisse. Le journal parlait d'une radiographie des avoirs détenus par 3000 Français en Suisse.
Il y a 3 fois plus de pauvres en Réunion, rapportait le quotidien de la Réunion de l'océan Indien, qui relevait que le taux de pauvreté dans l'île reste 3 fois plus important qu'en métropole, 42% contre 13,7% selon une étude de l'INSEE sur les niveaux de vie à la Réunion en 2010. La pauvreté touche 343 000 personnes, 2 familles monoparentales sur 3 et un enfant sur 2. Nouveau rythme scolaire. On se prépare, c'était le titre choisi par France Guyane jeudi pour informer à ses lecteurs en tout cas que 7 communes ont décidé de mettre en place les nouveaux rythmes scolaires dès la rentrée prochaine. Question, comment se prépare-t-elle? L'exemple de Cayenne avec 10 500 enfants scolarisés, pouviez le trouver en tout cas dans les colonnes du journal guyanais. Juncker a été contraint à la démission après 18 années à la tête du Luxembourg, rapportait le quotidien qui indiquait que celui qui était le doyen des dirigeants européens a été contraint à la démission mercredi après la défection de ses alliés socialistes suite à un scandale lié au service de renseignement. Sujet que l'on retrouvait d'ailleurs à la une du quotidien belge La Libre qui affirmait que Jean-Claude Juncker saute sur un nid d'espions éclaboussé par les dérives des services secrets grand-ducaux. Le Premier ministre luxembourgeois a été contraint à la démission. À l'autre une, La Libre indiquait que la réforme de l'État isole la NVA. Le journal relevait qu'à la veille de la fête flamande, les partis de la majorité flamande se déchirent sur la portée de la 6e réforme de l'État. Toujours en Belgique, Le Soir titrait des frais scolaires plus transparents. Selon le quotidien belge, l'école devra remettre aux parents un récapitulatif des frais qu'elle réclame dès 2013, donc ce sera au secondaire, et en 2015, on parlera de ça tout simplement au primaire. En Suisse, la Tribune de Genève nous disait que DSK n'a pas de problème particulier avec les femmes. En tout cas, ce sont ses propos. Le journal genevois nous disait tout simplement qu'il l'a estimé dans une interview diffusée mercredi sur CNN. La Tribune de Genève notait que le ministre Scan s'exprimait 2 ans après l'affaire du logiciel de New York, du Sofitel de New York. Il accordait à la chaîne américaine CNN sa première interview en anglais à Paris depuis sa démission forcée après les accusations de viol lancées contre lui le 14 mai 2011 par une femme de chambre, Nafessa Diallo, une femme de chambre guinéenne de l'hôtel Sofitel de New York. À Montréal, le métro indiquait à sa une qu'un premier corps a été identifié. La Sûreté du Québec a indiqué mercredi que le bilan de la tragédie ferroviaire se levait désormais à 50 personnes disparues ou possiblement décédées, dont 20 dépouilles retrouvées, tandis que le bureau du coroner a identifié une première victime. Edouard Burkhardt blâme d'ailleurs le conducteur de train. Edouard Burkhardt, que l'on retrouvait à la une du journal de Montréal, qui nous disait qu'il n'a pas su apaiser la colère des habitants du lac Mégantic. Il faut le dire, après avoir nié toute forme de responsabilité dans le drame de lac Mégantic, le grand patron de MMA se ravise, accueilli sur place par la sourde colère des résidents mercredi, et il a fini par avouer que les freins du train d'enfer étaient mal actionnés. Information que vous pouviez trouver dans les colonnes du quotidien montréalais, le journal de Montréal, dans sa livraison de jeudi dernier. Madame, monsieur, c'est ici que s'achève cette autre édition de votre magazine d'information Le Monde en 60 minutes, édition de ce 13 juillet de l'an de grâce 2013. Il est bon de se quitter pour mieux se retrouver. Restez sur Afrique Média, l'information est en continu sur notre chaîne. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de votre magazine d'information. Bon week-end, au revoir.